Je vous laisse répondre. Merci. Je vais passer là. أشكر لكم Je حضوركم raccompagne جميعا وآسف على le الإطالة. شكرا. général. Je remercie tous et je suis désolée si j'ai été long. Merci beaucoup, général. Merci infiniment. Je voudrais, hop là. Je vais vous demander un peu d'attention. Je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. On va essayer de reprendre le cours normal de notre activité. Donc, Wassim va faire une intervention sur la Syrie et puis Monsieur l'ambassadeur du Yémen. Bon, eh ben, je vois que notre intervenant, Wassim, tiens, mets ça pour la télévision, on va savoir qui tu es, comme ça, voilà, Monsieur l'ambassadeur. J'ai perdu Romain. Ah non, voilà Romain, tiens, voilà. C'est fini, non? Non, vous pouvez rester, vous êtes le bienvenu. On n'a pas tout à fait fini. Donc, je vais vous demander plusieurs choses. Un, d'avoir encore un peu de patience. On termine cette table ronde sur la situation internationale. Et alors, ensuite, on aura jusqu'à 18 heures, donc vous allez être très patients. On a plusieurs intervenants tout à fait exceptionnels. Non pas que ceux qui sont à la table maintenant ne le soient pas, mais on a des intervenants absolument exceptionnels. On a Madame Domenac qui nous a fait l'honneur de sa présence pour nous expliquer le nouveau plan français de lutte, de prévention et surtout de lutte contre la radicalisation, mais surtout de prévention. C'est extrêmement important parce que c'est un plan récent, mais surtout je voudrais faire honneur à nos invités étrangers qui vont vous présenter. Le général Assiri en a parlé tout à l'heure, c'est le centre Etidal. Et monsieur qui parlait tout à l'heure de discours et de discours violents, ce que je comprends très bien, et je comprends très bien aussi votre intervention, je voudrais que vous regardiez très attentivement la démonstration d'Etidal, qui est absolument formidable, et aussi le travail d'Edaya, qui est un centre international basé aux Émirats, et qui lutte précisément contre les discours de haine. Je crois que ensuite nous parlerons des frères musulmans avec nos amis de Face Matter de Londres, qui sont venus spécialement pour nous. Donc, s'il vous plaît, soyez encore un peu patients. Quand on aura fini de décrire la situation internationale, ce sera intéressant vraiment de prendre un peu de repos et de considérer qu'on a des outils pour faire face à cette situation qui est quand même plutôt inquiétante, grâce aux intervenants de la dernière table que j'ai réussi à garder jusqu'à 6 heures, comme cette salle. Donc je vous remercie de votre patience et surtout j'espère que vous pourrez rester jusqu'au bout. Franchement, la dernière table ronde le mérite, franchement. Wassim sur la Syrie et puis Monsieur l'ambassadeur ensuite sur le Yémen. Donc, bonjour, donc, je m'appelle Wassim Nasr, je suis journaliste à France 24 pour ceux qui me connaissent pas. J'ai écrit un livre sur l'État islamique avec que des entretiens donc, de première main avec des responsables djihadistes, que ce soit d'État islamique ou d'Al-Qaïda, comme Nasr al-Ansi pour le Yémen et Abdelmajid Outaibi pour l'Arabie Saoudite par exemple. On a aussi fait un documentaire qui a été nominé 4e aux Emmy Awards 2017, documentaire sur la propagande de l'État islamique. Donc je vais m'exprimer en français parce qu'on est en France, mais je serais ravi de répondre en arabe ou en anglais pour ceux qui poseraient des questions en arabe ou en anglais. Donc on va commencer un peu plus large, après on va concentrer sur la Syrie. Ce qu'il faut essayer d'imaginer aujourd'hui, c'est que je vais aller un peu à l'encontre du titre de ce colloque. Il faut savoir que en ce qui concerne l'État islamique, la période califat, emprise territoriale, est une parenthèse dans l'existence de l'État islamique. L'État islamique est avant tout un mouvement de guérilla. L'État islamique a été défait 2 fois au moins en Irak avant cette dernière victoire annoncée. Et il faut imaginer qu'à chaque fois, ils ont réussi à renaître, entre guillemets, de leurs cendres pour multiples raisons, des raisons objectives, des raisons matérielles, qui sont aujourd'hui accentuées. Ça a été dit avant, on va le répéter. Ce qui a permis à l'État islamique de revenir en force en Irak et en Syrie, c'était la déstabilisation ou la faiblesse des États centraux, l'oppression qui a eu lieu, ont fait que l'État islamique, qui était concentré dans l'ouest d'Anbar
en 2011, a pu revenir en force, que ce soit en Syrie ou en Irak. Aujourd'hui, ces raisons objectives qui ont permis à ce mouvement de prospérer sont accentuées. Parce qu'aujourd'hui, on a des villes complètement détruites, des villes millénaires complètement détruites, des millions de gens qui sont dans les camps, des familles entières détruites, des milliers de disparus. Donc une situation explosive qui n'a pas l'air de s'arranger. Après la Deuxième Guerre mondiale et les villes détruites en Europe, il y a eu le plan Marshall. Mais en Irak et en Syrie, il n'y a pas de plan Marshall, en tout cas pour le moment. Donc l'enfant qui a aujourd'hui 10, 11 ans, dans 2 ans, il prendra les armes sous une bannière ou sous une autre. Ça, il faut essayer de le comprendre. Et ce qui a commencé en tant que mouvement insurrectionnel local en Irak est aujourd'hui un mouvement global. Donc moi, on me dit l'État islamique, il est défait. Moi, je dis il est en expansion. Parce que l'État islamique, il est présent aujourd'hui en Afrique noire, il est présent au Sinaï, il est présent en Afghanistan avec des milliers de combattants. Aux Philippines, la bataille de Marawi, ça a duré 6 mois. Et ce qu'il faut essayer de comprendre à chaque fois, je m'excuse des représentants gouvernementaux de différents pays, mais à chaque fois, les pays concernés ont tendance à jeter la faute sur les autres. Ça veut dire, en Afghanistan, on dit « Ah non, non, il ne vient pas d'Afghanistan, il vient d'ailleurs. » En Syrie, il venait d'Irak. En Irak, il venait de Syrie. Non, c'est un problème local. Et à mon humble avis, qui suit ces affaires depuis bientôt 8 ans, le djihad aujourd'hui, sous cette forme-là, est l'affaire du siècle. Comme ce fut, par exemple, les mouvements communistes violents au début du siècle dernier. Aujourd'hui, ce djihadisme, que ce soit État islamique ou Al-Qaïda, parce qu'on oublie Al-Qaïda, il faut rappeler que les pertes humaines de la France sont les plus importantes sont face à Al-Qaïda que face à l'État islamique dans la région du Sahel. Et aujourd'hui, l'offre djihadiste est la seule offre révolutionnaire sur le marché. Révolutionnaire ne veut pas dire forcément positive. Au début du siècle dernier, il y a eu des révolutions d'extrême droite, nazie, etc. etc. Et donc aujourd'hui, et c'est pour ça que quand j'étais surpris que le général Assiri parle un petit peu d'avenir, d'espoir pour la population en Arabie Saoudite, parce que je pense que c'est une clé. Parce que quand on a une offre transcendante comme ça attire des gens même dans les rues européennes. Et moi j'ai suivi des cas très concrets, des djihadistes qui étaient altermondialistes, écologistes, et qui ont fini en kamikaze en Irak. Parce que la réponse économique, études, etc., n'est pas une vraie réponse. Parce que quand on se concentre sur les Français, certainement, il y a une bonne partie d'anciens délinquants, etc., etc., mais on y reviendra. Mais quand on élargit au monde arabe, il y a beaucoup d'intellectuels aussi dans les rangs djihadistes. Pour un mouvement politique prospère, quel qu'il soit, il faut de tout. Il faut des têtes pensantes, il faut des kamikazes, il faut des combattants. Et le terrorisme n'est qu'un moyen au service d'une fin. Donc on revient sur la Syrie. Pourquoi la Syrie a attiré tant de monde? Parce qu'il y a cette dimension religieuse qu'a la Syrie dans l'islam que n'avaient pas les autres territoires de djihad, que ce soit l'Afghanistan, à moindre mesure le Yémen ou la Libye ou ailleurs. Donc ça a attiré beaucoup de monde. Et ce qu'a réussi les djihadistes de l'État islamique, ils ont réussi quelque chose, malgré le recul sur le territoire, ils ont réussi à créer le mythe. Je vais m'expliquer. Napoléon, tout le monde connaît Napoléon, il est bien arrivé à Moscou. Est-ce que la prise de Moscou est perçue comme une victoire ou comme une défaite? C'est une défaite, parce que la perception qui a été théorisée par Clausewitz, et les militaires dans la salle comprendront, est très importante dans les guerres. Donc aujourd'hui, la bataille de Mossoul, elle a duré 9 mois. Donc c'est plus long que la bataille de Stalingrad. Voilà, juste pour faire. La bataille de Sirte, c'était 8 mois. La bataille de Raqqa, 6 mois. Donc pour comparer, là, on commémore la deuxième guerre du Golfe, et l'entrée de l'armée américaine en Irak, ça a pris à peine 1 mois pour que l'armée irakienne arrive à Bagdad. Donc le mythe, il est construit. Donc c'est pour ça, et je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Charles Brizard, c'est pour ça qu'ils réussissent aujourd'hui encore à recruter, et que ce soit sur zone ou que ce soit en Europe. Et il faut essayer aussi d'imaginer qu'eux, ils ont une stratégie qui se construit depuis des décennies et qu'ils capitalisent toujours sur des problématiques locales. Ça veut dire une idéologie djihadiste sans problématique locale, ça reste dans les livres. Et une problématique locale sans idéologie djihadiste, ça reste les problématiques de tous les jours. C'est la rencontre entre les problématiques et cette idéologie qui mène à une action politique violente. Et aujourd'hui, la Syrie va continuer à être un terreau très fertile parce qu'aujourd'hui, malgré les annonces de notre ministre de la Défense et des annonces américaines, etc., de se concentrer sur l'État islamique, aujourd'hui, on est en train de témoigner de petites guerres dans la grande guerre. Et ça, les théoriciens de l'État islamique l'ont théorisé. Et ils ont dit, attendez, soyez patients.
on a le temps, on me l'a dit des centaines de fois, on a le temps, et les ennemis d'aujourd'hui vont finir par se battre entre eux. Ça a démarré en Irak, entre les Peshmerga, entre eux déjà, puis contre les milices chiites, puis contre le gouvernement de Bagdad, et puis aujourd'hui on voit entre les Turcs et les Kurdes, et on va voir prochainement entre d'autres groupes, et ce que j'ai expliqué maintes fois à France 24, aujourd'hui on va témoigner d'une guerre de proxy, hein, comme on dit, ça veut dire que ça va être des milices supplétives de pouvoir plus ou moins étatiques ou pas, qui vont se battre entre elles, et c'est une guerre qui va durer une quinzaine d'années, à mon avis, au moins, et on ne voit pas le bout. Et en Syrie, en tout cas, l'État islamique a réussi à se reconsolider, il réussit aujourd'hui à réattaquer l'armée syrienne, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, les problématiques locales sur lesquelles il a prospéré, elles sont aggravées. Elles ne sont pas du tout arrangées. Et la problématique syrienne, on l'a vu avec les milices chiites, on a vu avec l'intervention turque, on voit avec les interventions israéliennes, les interventions iraniennes. Aujourd'hui, la guerre syrienne échappe aux Syriens. Donc la révolution syrienne, je pense, elle n'existe plus. C'est des guerres dans la guerre. Et ça peut durer très 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 longtemps à cause de cette manque de vision, si je puis dire, occidentale, alors qu'en face, en ce qui concerne par exemple les Russes, les Iraniens ou même le régime d'Assad, ils ont des plans précis, hein, sans les juger bien, pas bien, ils ont des plans précis qui suivent depuis des années, alors que les Occidentaux ont été hésitants et n'arrivent pas à faire le suivi. Ça a été très bien dit aussi sur la Libye tout à l'heure, que certes la guerre a été faite, Kadhafi a été délogé, mais il n'y a pas eu de suivi. Et c'est pour ça que j'ai rappelé que même si aujourd'hui l'État islamique a été délogé des grandes villes en Irak, en Syrie, il continue à opérer dans la majorité des provinces irakiennes, il continue à opérer en Syrie de manière paramilitaire, et il n'y a pas de plan Marshall. Et les problématiques et les inégalités et l'oppression et les situations économiques, éducation, etc. continuent de s'aggraver de jour en jour. Donc, même si eux aujourd'hui ils sont défaits, dans l'avenir proche, ça sera sous une autre bannière, avec une nouvelle génération. Vous parlez de l'Irak, là? Je parle des deux. De la directe, parce qu'il y a une conférence des donateurs bientôt sur l'Irak, une conférence de reconstruction. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ah oui, je sais bien, mais il y a aussi une autre problématique qui n'est pas vraiment de mon ressort, mais je la suis forcément, c'est la corruption. Est-ce que cet argent va arriver bien entre les bonnes mains? Ça, c'est la grande question. Voilà, il y a des réels. Parce que vous savez, en Orient, il y a un journaliste qui a écrit un livre de Beyrouth à Jérusalem. Aujourd'hui, il a des avis un peu controversés, mais à l'époque, quand il a écrit ce livre, c'est Friedman, il était très pertinent parce qu'il a suivi le massacre de Hama en 82, et il a dit que l'Orient, c'est des tribus, y compris Israël. C'est des tribus. Il y a des tribus qui gagnent, il y a des tribus qui perdent et qui se soumettent. Et c'est une guerre de tribus qui est une guerre cyclique. Ça, c'est depuis Laurence d'Arabie. Donc, on a les oppresseurs qui deviennent des opprimés, puis les opprimés qui deviennent oppresseurs, et c'est un cycle sans fin. Voilà. Eh bien, merci, merci Wassim. Last but not least,